Madame la députée Valeria Faure-Muntian. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux collègues élus. Un grand merci à Figeo et Décryptageo de cette invitation. Je suis ravie de voir que vous êtes aussi nombreux ce matin. D'une part, les discours de bienvenue sont extrêmement importants, mais aussi que vous vous intéressez au travail des élus et qu'on arrive à coopérer entre le politique et l'économique, si on peut dire. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à produire les choses chacun de notre côté et ne pas coopérer. Donc, je suis ravie de vous voir si nombreux. Et merci encore pour cette invitation. En ce qui concerne la mission qui m'a été confiée par le Premier ministre, il s'agissait de déterminer un certain nombre de points, et notamment la donnée géographique souveraine, et le positionnement de l'IGN dans la production, la mise à jour et la distribution de ces données. Le rapport n'étant pas encore rendu, il me sera très difficile de rentrer dans le détail, mais je peux déjà dépeindre les grandes lignes du comment on a construit cette mission, pourquoi on l'a faite, sachant que, une petite précision, je n'ai aucune formation géographique à la base, donc vous en connaissez bien plus que moi. Par contre, je me suis beaucoup penchée sur l'ouverture de la donnée, sur la souveraineté et sur notre avenir numérique, l'avenir de la France ainsi que de l'Europe, ce qui m'a valu la chance d'avoir cette belle mission et de découvrir la donnée géographique en particulier. Donc, la mission a été mandatée puisqu'on est parti du constat que la souveraineté de la donnée c'était un enjeu important, puisque la donnée géographique est utilisée pour prendre des décisions souveraines d'une part et régaliennes d'autre part. L'État avait besoin d'avoir à sa disposition de la donnée massive, homogène et interopérable. Parce que, comme a dit mon collègue élu il y a un instant, c'est pas la production de la donnée qui pose problème, c'est de la rendre opérationnelle et homogène pour qu'elle puisse être efficacement utilisée. Sinon, de la donnée, on en a à peu près tous, et elle ne sert pas à grand-chose si elle n'est pas interopérée, soit sur le territoire national, soit même au niveau de l'Union européenne. Donc, les besoins en termes de données disponibles ont évolué, les technologies pour les produire aussi, l'IGN s'est modernisée. L'organisation de la puissance publique a aussi évolué et a besoin de plus en plus de fluidité dans la donnée dont elle dispose pour prendre les décisions. La loi pour la République numérique pose aussi une stratégie de transformation numérique de l'État. Donc, comme je disais, 3 objectifs. D'une part, dans le cadre de l'action publique 2022, engager une transformation de la donnée et sa mise à disposition, améliorer l'efficacité globale et collective de la puissance publique, rendre IGN pièce maîtresse de la stratégie de l'État en termes de données géographiques, puisqu'on a un institut qui a unanimement, tous les acteurs qu'on a auditionnés ont unanimement reconnu son expertise et la qualité de son travail. On ne peut pas passer outre cet acteur majeur pour produire ou en tout cas mettre à disposition la donnée géographique. Et rationaliser la production et la certification de la donnée géographique souveraine. Donc, 2 questions. La place et le rôle de chaque acteur dans la production, l'entretien et la diffusion de la donnée. Le mode de coordination et de financement des administrations et des opérateurs impliqués. La question ne se pose pas uniquement en France. À travers le monde, de nombreux pays se sont interrogés sur la production de leurs données géographiques.
La Suède, par exemple, a opté pour un acteur unique qui appartient à l'État. Les États-Unis, l'Espagne ou la Suisse, par exemple, travaillent de manière très décentralisée avec une organisation fédérale. Donc, à nous aussi d'être à la page vis-à-vis de nos collègues européens et même dans le monde, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que toute décision, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, et toute décision de l'État se base sur un certain nombre d'informations, et ces informations sont pour la plupart du temps géolocalisées. Pour la petite anecdote, ce matin, donc j'ai dormi juste à côté à l'hôtel Mercure et je suivais un groupe qui venait là. Et j'avais, comme tout le monde, utilisé Google Maps. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus simple, de plus fluide, malheureusement. Et j'ai vu ce groupe-là faire exactement le trajet que dessinait la carte sur le téléphone. Je pense qu'ils avaient la même application que moi, alors qu'il y avait plus court en fait. Il fallait juste lever la tête de téléphone et couper à travers parce qu'en fait, il y avait un chemin bien plus court et à l'ombre en plus. Et on se rend compte aujourd'hui, en fait, que, et ça a été le cas aussi des gens qu'on a auditionnés, qu'on ne réfléchit plus, on utilise ce qu'il y a de plus simple, ce qu'on a à disposition, de ce qu'il y a de plus rapide, et on se retrouve avec des camions énormes qui se engouffrent dans les petites ruelles de centre-ville et qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que ce n'est pas du tout prévu qu'ils passent par là, en fait. Ce n'est pas parce que la carte a dit que ça marche en réalité. Donc, on est tellement numérisé qu'on en arrête de réfléchir et de regarder autour de soi. Donc, le fait d'avoir ces données-là à disposition, il faut qu'elles soient aussi intelligentes. Alors, on ne va pas rivaliser aujourd'hui avec les applications pour les particuliers, pour les citoyens, parce que c'est un travail énorme. Et puis, il faut aussi rationaliser. S'il y en a qui savent mieux le faire que d'autres, pourquoi dépenser de l'argent et de l'énergie dessus? Mais en l'occurrence, au moins, en ce qui concerne les décisions souveraines, les décisions régaliennes, les décisions d'État, elles doivent être basées sur quelque chose de rationnel et maîtrisé par celui-ci, sinon on en perd notre bon sens et notre souveraineté. C'est fini la petite anecdote, je reviens à mon discours. Donc, pour répondre aux deux questions que j'ai citées précédemment, il a fallu définir déjà le rôle de l'IGN par rapport à sa capacité d'expertise, par rapport aux missions qu'elle remplissait en ce qui concerne la donnée géographique. Aussi se pencher sur l'organisation autour de l'IGN et notamment avec la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication, la DINTIC, qui a un interlocuteur incontournable dans la réflexion et de l'organisation de la production de données tout court. Donc, on a abordé 5 points dans cette mission. La souveraineté, donc définir qu'est-ce qui est souverain et qu'est-ce qui ne l'est pas. Proposer une organisation, une coopération entre différents services publics. Définir le rôle de l'IGN dans cette organisation globale. Où est-ce qu'on positionne l'IGN finalement dans la toile de producteurs de données. Proposer aussi un financement de la production et de l'entretien de ces données géographiques et puis une structure de gouvernance, comme a dit très justement le directeur général de l'IGN. Donc on a auditionné plus de 100 personnes, on a reçu une trentaine de contributions écrites. On a essayé de balayer en un temps très court parce qu'on est contraint aussi par les objectifs d'un travail plus global sur la numérisation des données d'État. Donc, on a auditionné des directions ministérielles, des collectivités territoriales, des sociétés privées, publiques et des établissements publics. Donc, pour définir la notion de souveraineté, on est un petit peu parti du principe
de savoir qu'est-ce qui est une donnée souveraine et surtout à quoi elle sert, par le fait, par la destination plutôt que par essence même. Donc, la donnée souveraine, c'est une donnée qui est indépendante à notre sens. Donc, la question par rapport aux acteurs privés que j'évoquais auparavant, c'était déjà posée en 1999 avec le rapport Langagne. L'indépendance, c'est deux choses. L'État ne doit dépendre de personne pour disposer d'une donnée souveraine et il doit maîtriser techniquement et continuellement la production, l'acquisition, le stockage, l'élaboration et la qualification et la mise à disposition. Ensuite, la souveraineté se définit par l'autorité, pas l'autorité imposée, on fait une loi et la donnée de tel type est autoritaire, mais plutôt une autorité dans le logique d'influence, l'autorité par la qualité, donc son exhaustivité, sa fiabilité, sa précision, sa fraîcheur, et par son caractère documenté, accompagné d'informations descriptives, la métadonnée par exemple. L'indépendance et l'autorité n'empêchent pas la production et la coproduction avec le secteur privé. Ce n'est pas parce que la donnée est souveraine qu'elle est produite dans sa globalité et totalité par l'État. Et ça n'empêche pas non plus l'élaboration collaborative, le crowdsourcing. La notion de données géographiques souveraines ne devait pas non plus revêtir une portée normative. Le but, ce n'était pas d'imposer une norme supplémentaire par un règlement ou par la loi. Parce que la notion de souveraineté est assez complexe. Il y a une très grande diversité de données qui rentrent dans cette définition et mobilise beaucoup d'acteurs divers. Donc, on a préféré plutôt donner une définition opérationnelle. La différence, on a aussi essayé de marquer la différence avec d'autres types de données qui ont déjà été définies auparavant. Donc, les informations publiques qui figurent dans les documents communiqués ou publiés par l'administration. Les données de référence, qui constituent une référence commune pour nommer et identifier un produit, un service, un territoire ou des personnes. Et elles sont mises à disposition du public. Le potentiel d'usage élevé, le niveau élevé de qualité et le standard de fait. Donc la donnée de référence, elle s'impose aux citoyens, mais elle peut être différente de la donnée souveraine qui est souveraine du point de vue de l'autorité publique. Je reviens rapidement sur les données définies par la directive INSPIRE. Donc la définition est très large, elle fait référence à des lieux spécifiques, des zones géographiques où l'autorité publique exerce sa compétence. Et elle est détenue par l'autorité publique sous une forme électronique. Donc, la donnée géographique souveraine constitue un ensemble qui regroupe en partie des données de référence, mais pas que. Et encore une fois, donc, il y a des données de référence qui peuvent être mises à disposition, et donc des données souveraines, mises à disposition du public, d'autres qui ne peuvent pas l'être. Par exemple, le travail que GN effectue avec le ministère des Armées ne peut pas être mis à disposition du grand public, pour des raisons plutôt évidentes. Donc, encore une fois, je réitère, le but, c'est pas de faire concurrence, enfin, le but n'était pas de rédiger un rapport pour mettre IGN face aux acteurs étrangers majeurs, mais plutôt de définir ce qui est nécessaire pour l'État pour prendre ses décisions. Donc, on a défini plusieurs axes de positionnement. Le besoin de coopération. Donc, coopération interministérielle, déjà.
on pouvait définir entre les ministères les besoins en termes de données géographiques, ça serait plus efficace. Le lien aussi avec les collectivités territoriales qui sont productrices de données et qui les mettent déjà à disposition pour la plupart d'entre elles sur un certain nombre de plateformes. Le besoin de coordination aussi avec le CNIG, donc le Conseil national d'information géographique, afin de définir le mieux les besoins réels et l'usage à faire de ces données. Comme l'a dit très justement M. Burceau tout à l'heure, l'IGN travaillait plutôt dans la notion de cartographier la France pour avoir à disposition les données, pas forcément dans un but à atteindre immédiatement, pas forcément dans une logique de retour sur l'investissement, si on préfère. Donc aujourd'hui, il serait intéressant de réfléchir dans ce sens-là. Pourquoi on produit cette donnée-là ? Dans quel but, et donc elle sera forcément plus efficace pour atteindre le but qui a été fixé. Donc les besoins d'expertise de l'IGN. L'IGN est, comme je disais, unanimement reconnu comme un expert et comme un producteur de données et de standards. Donc il est intéressant d'utiliser cette capacité d'IGN dans un cadre de standardisation, de certification, d'accompagnement des acteurs producteurs sur le territoire. Voilà, il y a toute une notion et tout un travail, toute une réflexion qui a été menée autour de ça. Donc voilà en quelques mots pourquoi cette mission, comment elle s'est déroulée et quels sont les axes qu'on a essayé d'identifier. Maintenant, je suis encore une fois navrée de ne pas pouvoir vous en dire plus parce qu'il était prévu qu'à cette date-là, le rapport soit public et qu'on puisse en débattre beaucoup plus aisément, avec beaucoup plus de détails. Cependant, il devrait être rendu officiellement d'ici la fin du mois. Et donc, si je vous raconte tout en avant-première, vous n'irez pas le lire. Donc voilà, je vous incite à bien l'étudier et à apporter des critiques. Hein. Nous sommes ouverts à tout commentaire. Je vous remercie pour votre attention. Non ? Ça y est ? Ah voilà, c'est ça. Donc, ce qui veut dire le rapport sera public de toute façon, quelles qu'en soient les conclusions. Alors, il est censé l'être, oui, en tout cas, il sera rendu publiquement aux ministres concernés. Oui, d'accord. Mais d'accord. Ok, merci, parce que c'était une précision que personnellement je n'avais pas encore, pas forcément compris. Donc j'ai quand même appris quelque chose. Ok. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour cette introduction. Donc nous restons dans le suspense et donc si vous voulez bien rester encore un petit peu avec nous. Je sais que malheureusement votre train qui était initialement prévu a été annulé, donc vous allez devoir nous quitter. Mais pour aller dans le sens de cette mission, nous avons prévu d'organiser cette matinée autour d'un débat avec toutes les personnes qui sont là que je vais vous présenter et que nous avons baptisé Bien commun, données souveraines. Demain, quel paysage pour l'information géographique en France ? Pourquoi ce débat aujourd'hui ? C'est-à-dire que les termes mêmes du débat, il y a quelques années, ne nous seraient même pas venus à l'idée, alors qu'ils se sont presque imposés quand on s'est mis autour de la table pour préparer ces premiers Geodata Days. Alors, je vais revenir moi aussi
même si je suis géographe, faire quelques points d'histoire. Depuis 2005, la production de l'information géographique a beaucoup changé. 2005, c'est une année charnière. J'ai envie de dire, avant, le monde était simple. Il y avait effectivement des acteurs de référence qui produisaient des données de référence. Donc il y avait l'IGN à partir d'une certaine échelle, il y avait le service des impôts pour une autre échelle, il y avait les collectivités qui faisaient... Comment ? Non mais attends, j'ai pas fini ma liste. C'est bien les débats interactifs, mais c'est compliqué. Hein. Il y avait les collectivités, il y avait des établissements publics dédiés à certaines thématiques, il y avait des satellites qui étaient financés quand même par le secteur public, et puis quelques acteurs privés, Michelin, Téléatlas, Navtech, qui étaient autour de faciliter la circulation automobile. En 2005, et j'ai envie de dire 2005-2006, on a eu 3 événements concomitants. On a eu l'arrivée de Google Maps et de Google Earth, où là, d'un seul coup, ma mère a compris ce que je faisais. Ça faisait quand même 15 ans que j'essayais d'expliquer. On a eu la naissance du projet OpenStreetMap, le truc sur lequel personne n'aurait misé un copec, bien à tort. Et on a eu, alors je décale un petit peu, 2006, on est toujours dans la même mouvance, ce fameux article de The Guardian qui disait rendez-nous nos données, interpellant l'Ordnance Survey, donc qui est l'équivalent de l'IGN britannique, et qui incitait à l'open data, qui était mentionné en tant que tel pour des données géographiques, et c'était la première fois que l'open data était mentionné en dehors des cadres précédents où on avait parlé d'open data, et ça concernait des données géographiques. Alors depuis, on peut dire qu'on a plusieurs camps qui se sont dessinés. Moi j'en vois un peu 4. Donc on a l'État, les collectivités, ceux qui collaborent plus ou moins volontairement, hein, parce qu'il y a à la fois la foule engagée dans OpenStreetMap et puis il y a les utilisateurs de Waze qui donnent des positions, et donc qui se sont longtemps regardés en chien de faïence. Et quand je dis en chien de faïence, je suis poli. Voilà, il y a eu des moments où c'était franchement, on était carrément dans l'opposition. Et aujourd'hui, les lignes se brouillent encore plus parce que tout le monde collabore avec tout le monde, plus ou moins bien, plus ou moins heureusement. Et il arrive qu'on se marche un peu sur les pieds. On n'a pas réglé tous nos problèmes, d'où votre mission. Je ne veux pas dire combien on a de plans parcellaires en France, mais voilà, je suis au milieu de gens qui connaissent le problème. C'est toujours pas réglé. Quand on parle d'occupation du sol... Quand on est une collectivité locale qui doit se préoccuper d'une occupation du sol à une certaine échelle, on peut dire que la palette des choix est large. Et c'est pas juste de choisir tel ou tel prestataire. On en parlera d'ailleurs pendant ces 2 jours. Voilà, donc je vais pas multiplier tous les sujets. Et on a des vraies concurrences. Alors, vous l'avez dit, vous avez regardé Google Maps, vous n'êtes pas allé sur le géoportail pour arriver jusqu'au carré des docks. Vous auriez pu ouvrir une application qui utilise OSM. Je suis sûre que on va vous en montrer quelques-unes aussi. Voilà, il y a une vraie concurrence. Alors les fonctionnalités ne sont pas les mêmes entre les différents portails, mais il y a, si on regarde aujourd'hui par exemple les utilisations de Google Maps sur un certain nombre de sites, il y en a quand même un certain nombre qui pourraient très bien utiliser les API du géoportail et qui ne le font pas. Donc après, je ne suis pas en train de jeter la pierre aux uns et aux autres, mais donc ça nous pose des questions. Donc ces exemples ne sont ni bons ni mauvais, ils reflètent simplement une situation qui est complexe, et le jeu va continuer d'évoluer, parce que nous avons de nouveaux sujets qui arrivent, qui pour l'instant peuvent nous paraître un petit peu prospectifs, un petit peu éloignés de nous, ces enjeux du véhicule autonome, etc. Mais sauf que derrière, c'est une masse d'informations géographiques absolument hallucinante, et donc qui va recomposer une nouvelle fois le jeu d'acteurs. On voit des gens qui sont en train de se positionner de manière très très forte sur le sujet, et qui étaient des gens qu'on ne connaissait pas il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, on a choisi de poser cette question justement autour un peu de ce statut, et ça revient complètement aux questions que vous vous êtes posées dans le cadre de la mission, qui sont de comment on produit et comment on gère. Et c'est pour ça que ça nous a semblé intéressant
d'appeler aussi la notion de commun numérique, de bien commun, parce qu'elle impose aussi une autre façon de voir les choses. Alors, peut-être qu'on va commencer par un petit tour. Première réaction à chaud sur ce que vous venez d'entendre de Madame la députée. Ça vous semble, j'imagine, prometteur. On va pas... Mais est-ce que ces axes sont ceux que vous aviez identifiés? Je me tourne peut-être vers Monsieur Burceau, puisque vous êtes un petit peu concerné directement. Alors, voilà. Écoutez, merci de me passer la parole. Les thèmes qui ont été évoqués par Madame la députée sont évidemment les thèmes assez centraux pour l'IGN. La définition de la donnée souveraine, c'est évidemment une question qui se pose. Alors j'attends avec beaucoup d'impatience les écrits sur ce sujet, mais vu du côté IGN, on sent bien que la donnée souveraine, le mot est un peu gênant quelque part, mais la donnée souveraine, c'est celle qui doit permettre à l'État d'asseoir ses politiques publiques. C'est-à-dire que c'est un document qui prévoit des données, l'utilisation de données géographiques pour, par exemple, les plans d'inondation, les plans de prévention des risques, les plans qui prévoient des épandages, la limitation des épandages le long des rivières. On voit bien que ça doit être basé sur des données géographiques et que c'est là, quelque part, que les données peuvent être produites, comme Madame la députée l'a dit, elles peuvent être produites évidemment par d'autres que par l'IGN, mais quelque part, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse l'assemblage et qui dise que c'est des données qui correspondent effectivement à la volonté du porteur de la politique publique. Donc ça, c'est un des premiers thèmes qui a été évoqué. Il est évidemment central pour l'IGN. Un autre thème qui a été évoqué est celui de la gouvernance. Là aussi, j'en ai dit un tout petit mot dans mon topo introductif. Il y a effectivement beaucoup de collaboration. Il y a le CNIJ, il y a des comités on a nous-mêmes monté un comité national de programmation que l'on réunit tous les ans avec les principaux acteurs pour bâtir nos programmes annuels. Il y a également des comités régionaux de programmation qui sont... tout à l'heure, il y a une convention d'élargissement qui va être signée pour le comité local, enfin pas local, régional, pardon, régional. Donc il y a tout un tas de structures qui méritent sans doute d'être mieux définies et que l'articulation soit mieux définie. Je pense qu'il n'y a pas moyen dans notre magnifique métier, où d'ailleurs votre nombre ce matin montre qu'il y a une diversité de besoins, une diversité de manières de faire, etc. Je pense qu'il n'y a pas moyen de construire de belles cathédrales où on dit quelque chose qui descend d'en haut jusqu'en bas. Donc il faut trouver la place d'organiser avec le secteur public, avec le secteur privé aussi, bien sûr, toutes les collaborations. Donc ce sujet de la gouvernance est évidemment un vrai sujet. Ensuite, alors il y a des différentes thématiques sur lesquelles évidemment on attend là aussi de lire avec impatience ce qu'il pourrait y avoir dans le rapport sur effectivement les problématiques économiques, les problématiques d'ouverture, de gratuité, quelques projets aussi. Je ne les ai pas mentionnés dans ma petite introduction, mais l'IGN a évidemment des projets. Vous parliez du géoportail avec ses forces et ses faiblesses. Le géoportail, il ne prétendra jamais lutter contre Google. Il y en a un qui est un produit grand public, évidemment, d'un usage très facile. Je pense par contre que des professionnels, en allant visiter le géoportail, avec toutes les couches qu'il a, peuvent y trouver leur plaisir. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'on améliore l'ergonomie, ça ne veut pas dire qu'on cherche effectivement, qu'on ne doit pas chercher à développer les API, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas améliorer l'accessibilité aussi sur ces petits outils, mais on n'est pas dans une logique de concurrence, on est dans une logique évidemment de répondre plutôt à un champ professionnel. Encore une fois, c'est notre métier. Voilà, je ne multiplie pas les exemples, mais les thématiques qui sont évoquées sont évidemment des thématiques qui rejoignent les préoccupations de l'établissement. Merci. Les données souveraines, je me tourne vers le président de l'Ordre des géomètres experts. J'imagine que c'est quelque chose que vous connaissez, puisque vous dites par la mesure, sur le terrain, le droit, le foncier. Est-ce qu'aujourd'hui, cette notion, vous la voyez évoluer
où vous vous sentez remis en cause aussi sur ce domaine-là, par tous ces mouvements dont j'ai un petit peu parlé rapidement, ou comment vous voyez les choses? Mais, tout d'abord, merci. Pardon. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. On suit de très près toutes ces évolutions et Madame la députée, je regrette que vous ne nous ayez pas auditionné dans le cadre de votre rapport sur la donnée souveraine, puisque nous définissions, nous, le droit de propriété, qui est un droit souverain. Ce n'est pas tout à fait la même définition, mais on s'en rapproche et on produit de la donnée, puisque toutes nos limites de propriété sont géoréférencées et cartographiées avec le référentiel foncier unifié, qui aujourd'hui, me semble-t-il, est une donnée souveraine et qui a une certaine importance. Donnée souveraine qui est même utilisée aujourd'hui par l'IGN et le cadastre pour arriver peut-être un jour au RPCU, le référentiel référence parcellaire cadastrale unique, qu'on puisse enfin arriver à avoir un cadastre juste qui colle à la géographie, et c'est nos points de RFU qui sont utilisés. Donc, il me semblait important qu'on puisse l'identifier. Maintenant, la donnée souveraine indépendante, c'est une chose indispensable, parce que ce matin, vous parliez de l'expérience de Google en suivant directement. Peut-on imaginer l'indépendance de Google et qui n'oblige pas à passer par tel ou tel chemin parce qu'on passe devant tel commerce? Et où est l'indépendance? Donc, c'est indispensable qu'il y ait une maîtrise totale de la donnée à ce niveau-là. Et puis, dans votre rapport, j'ai été étonné, puisque quand on lit la lettre de mission, et puis la façon dont vous le présentez, et c'est très bien, puisque je suis administrateur de l'IGN et je pense que c'est le bon opérateur, mais la façon dont vous l'avez présenté, votre rapport me semble dès à présent un peu biaisé, puisqu'on parle de l'IGN, de l'IGN, de l'IGN. Voilà, c'est dans un premier temps ce que j'avais à dire. Souhaitez-vous reprendre la parole ou comme vous? Alors, en ce qui concerne l'indépendance, vous avez raison en ce qui concerne le commerce, mais le commerce, ce serait vraiment la meilleure solution parce que ça pourrait être utilisé à d'autres fins et beaucoup moins louables, ou on va dire pacifiques. Effectivement, il est important que les décisions publiques soient prises sur une base en tout cas de données indépendantes. Après, les données géographiques, comme je disais, vu que tout est aujourd'hui géolocalisé, sont très vastes. Donc, j'aurais pu passer des années et des années à décortiquer l'ensemble de ces données, parce que si on se penche plus particulièrement sur la base adresse nationale ou sur le cadastre ou sur un tas de données qui sont encore pas totalement abouties, on pourrait y passer des années entières. Maintenant, la question en tout cas la demande du Premier ministre était au sujet du positionnement de l'IGN, qui est un acteur national vis-à-vis des besoins de l'État en termes de données d'une part, et vis-à-vis de la souveraineté ou de l'indépendance qu'on pouvait avoir par rapport aux acteurs étrangers. Comme vous avez évoqué ce matin, et vous allez apparemment en parler longuement, la ville intelligente, l'intelligence artificielle, le véhicule autonome, ce sont toutes des innovations qui arrivent sur le marché plus ou moins demain, et qui ont besoin de données. Si elles se nourrissent uniquement de données qu'on ne maîtrise pas, ça veut dire que nos innovateurs, nos entreprises ne pourront pas être en mesure de concurrencer les acteurs étrangers. Et en plus, où est-ce qu'ils vont circuler ces véhicules autonomes, par exemple, ou quels sont les quartiers ou les villes intelligentes? Ce seront des endroits qui ramènent de l'argent, hein, clairement, qui créent du profit. Donc,
hyper urbanisés, des centres-villes, des grandes agglomérations, sauf que on a besoin de couvrir l'ensemble du territoire. Et justement, le numérique a cet avantage-là, c'est qu'aujourd'hui, si on a une couverture digne de ce nom, comme l'évoquait ma collègue du département, on peut installer n'importe quelle entreprise, n'importe où. Donc, on peut faire vivre les territoires grâce au numérique. Mais pour cela, il faut encore qu'une entreprise ait la connaissance de l'existence du territoire. Et pour ça, elle fait quoi? Elle fait une recherche sur Internet, comme tout le monde, avant de s'installer. Qu'elle puisse y accéder. Donc, pour ça, elle a besoin d'une carte, un minimum. Elle ait besoin d'une couverture numérique. C'est aussi simple que ça. Donc, si nous, on ne couvre pas l'ensemble de notre territoire, personne ne le fera à notre place. Donc là aussi, il y a une question de souveraineté, d'indépendance. Tout à fait. Je me tourne maintenant peut-être vers Serge Bossini. Donc, cet questionnement sur le rôle de l'IGN, donc, qui est sous la tutelle, en fait, de votre ministère, entre autres. Donc, comment vous voyez justement cette notion de données souveraines? Parce que j'entends bien, la donnée souveraine, c'est la donnée qui est utile aux politiques publiques de l'État. Mais j'ai envie de dire, parmi ces politiques publiques, il y a aussi les politiques publiques autour de la concertation, par exemple. Donc, des politiques publiques qui visent, de fait, à donner au grand public les moyens de connaître, de discuter, voire de ne pas être d'accord. Donc, dans le paquet énorme, comme vous le dites, des données géographiques, vous interrogez les 400 personnes qui sont ici, ils sont tous dans des domaines différents. Est-ce qu'il y a des données qui s'y prêtent plus? Est-ce qu'il y a des thèmes? Est-ce qu'il y a des échelles où les données, où la façon d'approcher les données doit être vraiment par cet angle de la souveraineté, et d'autres échelles, même si ce sont des données qui concernent le public, qui concernent les politiques publiques, etc., où on peut fonctionner autrement? Est-ce que le même fonctionnement, peut-être je repose ma question peut-être plus clairement, je suis désolée, est-ce que le même fonctionnement de production, de coproduction, de collaboration, de répartition des rôles, etc., dans la diffusion, doit être le même pour toutes les données? Vous avez 2 minutes. Moi, j'ai mis 10 minutes à poser ma question. Merci beaucoup. Effectivement, alors déjà, je dois commencer par vous remercier pour votre invitation, et puis à la FIGEO, Décryptage Géo, et à vous tous qui êtes là. La difficulté que vous avez eu un peu à poser votre question montre qu'en fait, on est sur quelque chose qu'on a du mal même à qualifier. On utilise beaucoup des métaphores pour ça. Effectivement, on a un peu utilisé ce matin la métaphore de l'écosystème. Et comme je suis ministère de la Transition écologique et solidaire, effectivement, la notion d'écosystème nous parle pour la biodiversité. Donc on voit bien la rivalité entre les espèces, la rivalité d'un accès aux ressources, mais aussi les coopérations, les symbioses, etc. On voit bien la capacité qu'ont les organismes vivants de vivre alors qu'il y a des très gros, des très petits, et on se rend compte que les très gros ont besoin aussi des très petits, etc. Donc la notion d'écosystème nous va bien. Mais pour autant, je suis encore plus intéressé par le mot paysage, qui est dans le titre de la table ronde, parce que le ministère s'occupe aussi de la politique publique du paysage. C'est une politique publique importante qui n'a pas toujours les lumières de l'actualité. La notion de paysage m'intéresse encore davantage que celle de l'écosystème, parce que finalement, le paysage concerne beaucoup plus directement les humains que les écosystèmes. C'est-à-dire que quand on peut avoir des débats sur l'énergie renouvelable, on peut avoir des débats sur le développement économique industriel de la France, quand il s'agit d'installer une éolienne dans un paysage, tout d'un coup, on sent que le débat prend une autre ampleur. Je pense qu'ici en particulier, vous voyez très bien. Et ce débat prend une autre ampleur parce qu'en fait, on sent que dans les débats, dans les controverses, sont mobilisés autre chose que simplement des rivalités ou des coopérations, du gagnant-gagnant et des compensations monétaires, etc. Il y a des valeurs qui sont en jeu, en fait. Le
paysage, en fait, c'est des écosystèmes avec des valeurs. Alors c'est une petite digression qui est légitime encore une fois parce que c'est des métaphores qui sont utilisées dans le domaine de l'information géographique et on parle du ministère de la Transition écologique et solidaire. Mais ces valeurs, ça peut être des valeurs esthétiques, hein, bien sûr, le paysage on le trouve beau, pas beau, mais c'est aussi beaucoup, on se rend compte dans les débats, des valeurs éthiques, des valeurs morales. Et c'est ce qui rend souvent les débats passionnés et difficiles à faire converger petit à petit, c'est qu'il y a le bien et le mal qui s'affrontent en fait dans ces cénacles, dans ces arènes, comme on dit en sciences humaines et sociales. Et finalement, c'est un peu ce que vous avez noté en matière d'information géographique, des passions qui se sont vraiment nouées et qui s'enflamment et qui continuent de s'enflammer. Et c'est vrai que j'ai été frappé moi aussi ces dernières années de voir le degré d'engagement, parfois de véhémence quand même, dans les discussions qui entourent les données. Alors, essayons justement de qualifier un petit peu les raisons des engagements des différents acteurs. Vous avez cité un peu les acteurs État, collectivités locales. Le privé, c'est déjà beaucoup plus difficile à qualifier parce qu'effectivement, il y a des privés qu'on pourrait qualifier de prédateurs, d'autres qui sont une sorte de grands mammifères herbivores et qui sont peut-être moins vécus comme moins dangereux. Donc les valeurs qui sont derrière toutes ces métaphores, on voit qu'il y a des acteurs qui sont quand même normalement mus par la valeur de l'intérêt général. Il y a d'autres acteurs qui sont mus par la valeur du bien commun. Et il y a encore d'autres valeurs, des valeurs de réussite financière, par exemple. C'est vrai qu'un même acteur peut passer de l'un à l'autre et on peut être représentant de l'intérêt général et se féliciter qu'une licorne française ait fait sa levée de fonds, etc. Donc ce n'est pas des pavages tout à fait exclusifs, ces valeurs, mais en tout cas, c'est des choses pour lesquelles les gens sont très engagés et qu'il faut aussi reconnaître soi-même quand on s'engage dans le débat. Donc moi, en tant que représentant du ministère, je suis là au nom comme Jérôme ici, au nom de l'intérêt général. Et c'est un peu, après cette longue introduction, je réponds à la question sur les données souveraines, c'est que finalement, la valeur qui est derrière la donnée souveraine, moi, telle que je la place et telle que je m'engage en tant qu'individu dans le débat, c'est la valeur de l'état de droit. Donc, c'est un long détour, mais on se rend compte que la numérisation du monde en général, le fait que les jumeaux numériques sur nos smartphones finissent par influencer les comportements et donc le jumeau réel ontologique sous-jacent finalement de façon très très forte. Et ce chemin sur l'état de droit, c'est encore des contraintes par corps, la police qui fait descendre du train ce matin, etc. Mais, je ne sais pas si on était dans le même temps. Et donc dans le jumeau numérique, il faut aussi une sorte d'état de droit, d'une certaine façon. Donc les décisions qui vont de plus en plus prévenir même les mauvaises actions, quand on pense au geofencing par exemple. Le geofencing, c'est une façon d'interdire aux drones ou aux véhicules autonomes d'aller dans un endroit, c'est une sorte de mur complètement virtuel. Il faut que cette interdiction, elle soit aussi fondée dans le domaine numérique qu'elle l'est dans le domaine physique, ontologique, normal, avec soit un mur qui a été bâti avec une autorisation de construction, etc. Donc la valeur de l'état de droit dans le jumeau numérique du monde, finalement, elle s'adosse à ces données souveraines, parce qu'on ne peut pas prendre des décisions dans le monde virtuel qui ne soient pas fondées en droit non plus. Il va bien falloir, à un moment donné, quand on a une interdiction, enfin sur son véhicule autonome, on va passer de 80 km/h à 30 km/h, il faudra bien que ça soit fondé en droit, cette obligation. On ne peut pas aujourd'hui interdire ou mettre des limitations à la liberté de se mouvoir sans un arrêté préfectoral, un arrêté municipal, qui lui-même va définir des zones, etc. Et on se rend compte aujourd'hui effectivement que ces zonages ne sont pas toujours aussi clairs qu'on pourrait croire, alors que les conséquences sur la vie réelle sont fortes. Juste pour revenir sur les conflits de valeurs et les arènes, on appuie à Figeo, on a décidé de continuer et d'élargir encore notre appui à Figeo au ministère, parce que précisément ça nous semble être une des bonnes arènes où les valeurs peuvent se confronter sans chercher à s'annihiler mutuellement. On a besoin de ces espaces de diplomatie, entre guillemets,
Et effectivement, dans les échanges de noms d'oiseaux qu'on entend parfois dans notre domaine d'information géographique, c'est bien à un moment donné d'avoir cette assistance un peu apaisée, j'espère qu'elle n'est pas endormie, mais juste apaisée, où on puisse justement faire valoir des valeurs et reconnaître qu'il n'y a pas qu'une seule valeur qui vaut et que c'est pas seulement des intérêts, quoi, c'est vraiment une raison de s'engager beaucoup plus que simplement son temps de travail. Voilà. Donc un cénacle apaisé, préalable peut-être à des alliances, justement. Et là, sans doute, entre intérêt général et bien commun, moi je vois bien qu'on cousine quand même pas mal. Mais on n'est pas pareil. Et on voit bien dans la question des licences qu'on ne doit pas regarder simplement avec dépioter des licences avec des juristes. On voit bien que les licences sont différentes entre l'open data et le DBL, par exemple, pour prendre deux exemples un peu topiques. Un peu technique, mais que les gens connaissent ici. Oui, je pense. Que, en fait, c'est pas juste un problème de droit ou de propriété intellectuelle, c'est aussi une façon d'engager sa propre communauté et de faire valoir ses valeurs dans les échanges. Voilà. Mais sur la notion, justement, en revenant peut-être un peu sur la notion de bien commun, notamment à l'ère du numérique, il y a dans la notion de bien commun, effectivement, la notion de gouvernance. Gouvernance collaborative, gouvernance partagée. Est-ce que la notion de données souveraines n'est pas plutôt perpendiculaire, d'une certaine façon, à la notion de bien commun? Et on sent bien que l'enjeu, justement, pour moi, l'enjeu de l'avenir du paysage de l'information géographique, il est bien dans la réconciliation de ces deux dimensions. Notre dimension jacobine, qui n'est pas, non mais qui est d'un État fort quand même, et qui est le garant. Voilà, c'est pas forcément, c'est pas forcément une critique radicale que je suis en train de faire, et une vision. Si l'open data nous vient des pays anglo-saxons, c'est pas non plus un hasard. Il vient aussi de pays avec des structures plus horizontales. Donc comment concilier? Pour moi, c'est conciliation de deux dimensions qui peuvent être radicalement opposées, mais pas qu'il va falloir justement réconcilier. Alors, nous, on ne l'avait pas du tout abordé de cette manière-là, parce qu'à aucun moment, on a essayé d'opposer la souveraineté au côté transversal et horizontal du bien qui est la donnée. Dans sa globalité, il n'y a pas que la donnée géographique en soi, puisque ça s'inscrit plus globalement dans l'action publique 2022 et donc dans la mise à disposition d'un paquet de données détenues par l'État. Le but n'est pas du tout à positionner l'État au-dessus du reste, garant, propriétaire et détenteur unique de la donnée. Absolument pas. La souveraineté ne se définit pas du tout dans ces termes-là. La souveraineté, c'est plutôt dans sa prise de décision, l'État doit s'appuyer sur des données vérifiées quelque part. Il peut pas, un préfet ne peut pas prendre une décision avec Google Maps, c'est pas possible, parce que sinon on y perd notre souveraineté, on n'a aucune certitude de la fiabilité de ces données-là et en plus de la quantité, de la fluidité de celles-ci dans le temps. Donc là, l'État doit se reposer sur quelque chose qui est garanti. Mais c'est pas pour autant qu'il est l'unique propriétaire, détenteur de manière très verticalisée et il le partage avec personne. Il y a des données qu'on ne peut pas partager. Les données produites par l'IGN, par exemple pour le ministère des Armées, évidemment, on ne va pas les mettre en open source. Enfin, je veux dire, ça paraît plutôt cohérent. Quoique, quand on voit les militaires prendre des applications pour la course à pied et qu'on voit dans le Sahara où ils se trouvent, c'est un autre débat. Mais en l'occurrence, quand un acteur tel qu'IGN produit de la donnée pour un ministère tel que le ministère des Armées, évidemment, il ne se rend pas en open source. Mais tout le reste, il faut qu'on le rende interopérables. Les données détenues par les départements, par les régions, par les communes, par l'IGN, par les ministères, que ce soit l'écologie ou celui de l'agriculture, ça, on peut le mettre à disposition. Alors,
le citoyen, bon, il n'en fera peut-être pas un grand usage parce qu'évidemment, il sera difficile d'utiliser toutes ces données-là pour faire Mercure, le Carédoc. Mais par contre, un chercheur, un start-upper, un innovateur, lui, il pourra y accéder pour développer des applications de toutes sortes, qu'il s'agisse à destination des professionnels ou des particuliers, pour la ville intelligente, pour le véhicule autonome, pour un tas de choses, et dans les territoires qui n'intéresseraient pas forcément les opérateurs majeurs qui viennent de l'étranger. Donc il est là le but, c'est de... Donc il n'y a aucune opposition entre la souveraineté et l'open data, en fait. C'était pour répondre à votre interrogation. Alors, je passe la parole à Jérôme Desbœufs. Oui. Donc, c'est simplement pour préciser, je pense qu'on peut réussir à construire des données souveraines qui aient un caractère de commun numérique. Simplement, aujourd'hui, on n'en est pas là. On a besoin que les gens qui sont amenés à participer à ce commun se sentent vraiment impliqués au même niveau que l'État. Alors, si l'État organise la constitution d'un commun et fait en sorte qu'on ait les bons ingrédients dans la mise en place de ce commun, on peut avoir données souveraines et communs. Je prends un exemple. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de zones inondables. Si vous récupérez un document stipulant quelles sont les délimitations de la zone inondable, ça impacte votre droit à la propriété, ça impacte tout un tas de choses, c'est potentiellement quelque chose d'assez litigieux dans certains cas. Il peut y avoir énormément de contestations par rapport à ce type de données. Aujourd'hui, la politique, c'est, bon, l'État a déterminé que c'était à tel endroit, voilà, ça s'arrête là. Bon, on peut évidemment avoir des recours, mais c'est toujours très complexe. Dans les faits, ce qu'il faudrait arriver aujourd'hui, ça serait que les données sources qui permettent de constituer ce zonage soient rendues publiques, diffusées en open data, accessibles à tous, que les algorithmes et les méthodes, les traitements qui sont impliqués sur ces différentes données sources pour produire le zonage soient aussi rendus publics de la même manière, donc sous forme de code open source, pour que tout un chacun, alors évidemment tout le monde n'aura pas la capacité de le mettre en place, mais que des associations de riverains, que des sociétés qui sont lésées puissent rejouer le modèle et vérifier que le résultat du zonage correspond à l'ensemble des paramètres et aux données sources qui ont été saisies, et potentiellement puisse aussi formuler des améliorations, expliquer que voilà, tel taux n'est pas adapté en modifiant telle valeur, etc. On peut avoir des choses plus intéressantes. Et ça, on peut le faire sur d'autres domaines que sur les zonages de type inondation. Alors évidemment, on peut le faire sur les adresses. Tout à l'heure, on parlait du cadastre, mais je pense que c'est un très bon exemple parce qu'on a de la donnée source qui est de très bonne qualité, qui est faite de manière professionnelle et qui est très précise et qui sert en effet aux actes notariés, voilà, qui sont très utilisés. Et au bout de la chaîne, on a des données qui en effet sont d'une qualité un petit peu plus faible, qui sont biaisées, alors soit parce que le traitement historique est destructeur en termes de données, soit parce qu'on est dans un environnement par exemple de référentiel qui force à simplifier, qui force à déplacer les données pour avoir une certaine cohérence de produit. Si on est capable de fournir la donnée source accessible à tous, ainsi que les différents algorithmes qui permettent de produire les différents produits dont on parle, et pourquoi pas aussi les produits à venir, hein, je parle aussi, je pense notamment au RPCU, on pourra arriver à des choses qui sont acceptées par tous, qui sont améliorables par tous, et qui en effet auront à la fois la dimension de données souveraines et la dimension de commun. Parce que chaque propriétaire, chaque acteur de la chaîne de production a un intérêt à ce que la donnée reste de qualité jusqu'au bout de la chaîne. Donc je pense que c'est tout à fait possible. Sur l'adresse, aujourd'hui, la problématique qu'on a, et je n'annonce pas de grandes nouveautés, c'est que la production de la BAN n'est pas indépendante par rapport à ce qu'on essaierait d'obtenir. Elle n'est pas indépendante parce qu'elle est... aujourd'hui, il y a des contraintes économiques extérieures qui font qu'on ne peut pas faire ce qu'on aurait envie de faire si on était simplement l'État. Et c'est un vrai problème parce qu'on a besoin de cette donnée de qualité, à la fois pour les secours, pour l'aménagement du territoire, pour le déploiement des réseaux très haut débit. On a plein de besoins sur l'adresse. Et aujourd'hui, voilà, on est bloqué, comme disait Dominique Caillot au dernier Copil, pour des problèmes d'épicier. Et c'est vraiment dommage. Alors aujourd'hui, on distribue des millions d'euros dans des PIA ou dans des fonds de transformation d'action publique. Peut-être que pour les données souveraines, il faudrait penser de temps en temps à sortir quelques dizaines de millions d'euros pour finaliser ces grands référentiels. On pense aussi au plan cadastral. Le plan cadastral, il reste quelques milliers de communes qui sont encore en papier.
voilà, il faut sortir de cette situation. Même c'est vrai que c'est injuste pour les collectivités qui ont financé jusqu'à maintenant la production de cette numérisation. Les dernières communes, voilà, il va peut-être falloir les aider quand même, voilà, sans forcément leur faire du mal ou les agresser sur la production des données, mais il faut terminer ça, parce qu'on a besoin de ces données de qualité, et lorsque ces données seront disponibles, elles auront un caractère souverain, on va tout faire pour qu'elles soient transparentes, et voilà, et on pourra avancer de manière efficace. Après, je reprends un petit peu le début du débat sur l'émergence d'un opérateur de référence. Je pense que c'est essentiel, mais il ne faut pas écraser non plus l'écosystème. L'écosystème, aujourd'hui, il est très présent. Il y a tout type d'acteurs, privés, publics. L'écosystème public aussi est assez complexe, il est assez foisonnant aujourd'hui. Au niveau d'INSIC, on est plutôt favorable à ce que les acteurs soient compétents tous. Il faut qu'ils soient tous compétents, tous capables de faire des choses. Et c'est justement peut-être un rôle important pour l'IGN de mettre à disposition des outils qui permettent à chaque acteur d'être compétent sur cette problématique de données géographiques souveraines. Et en effet, là, c'est un très bon rôle à jouer. C'est une bonne carte à jouer pour l'acteur. Alors justement, je vais me retourner peut-être plus vers les représentants des collectivités maintenant et des regroupements de collectivités. Donc, je vous passe la parole. Merci. En fait, je voulais rebondir sur ce que j'ai entendu qui m'interpelle ou m'inquiète, l'un ou l'autre. Dans les soucis d'adressage, je vous rappellerai tout de même que les territoires investissent là où les opérateurs ne vont pas. 360 millions d'euros, forcément, quand on déploie, l'adressage, il doit être là. Parce que la difficulté, c'est que l'habitant, il se fiche de savoir si on a des problèmes ou pas. Il ne va pas comprendre. Et on déploie quand même beaucoup de moyens et d'énergie pour y arriver. Entre la fibre et l'installation et d'être commercialisable ou commercialisé, ce qu'il veut l'habitant, c'est être connecté. Et quand vous parlez des communes et des mairies qui sont encore en fichier papier, ça vient aussi d'un problème de base, c'est qu'il faut une couverture très haut débit pour tous, même les collectivités. Aujourd'hui, on a encore des collectivités en Seine-Maritime qui n'ont pas de connexion Internet, zéro. Donc, ils ne peuvent pas faire d'état civil, ils ne peuvent pas faire aujourd'hui ce que leur impose l'État dans le transfert des PAX, etc. etc. Et l'adressage est un souci vraiment très important. Et Madame la députée, je vous interpellerai sur le sujet parce que mettre des tas de choses en place et des rapports, c'est fantastique, mais aujourd'hui, il y a un fonds FSN pour aider les collectivités et les territoires qui ont pris la compétence numérique, mais il faut que ces fonds se débloquent. Et aujourd'hui, on est tous dans les intentions, les dossiers sont tous déposés, mais quand on met 360 millions d'euros sur la table, l'aide de l'État, elle doit arriver au même moment où on déploie. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à faire débloquer le moindre centime. Donc il y a beaucoup d'annonces et c'est fantastique, mais on a besoin de financement parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Évidemment, vous êtes à N+1 de la démarche, parce que vous arrivez après, mais déjà, il faut la connexion, parce que je vois tout le monde entre les tablettes et les iPhones, je vous vois de là où je suis, mais selon où vous êtes sur le territoire, c'est même pas la peine d'y penser. Donc forcément, je suis aussi vice-présidente de l'association des maires de Seine-Maritime. Quand on parle aux maires de géoportail et aussi certaines choses en matière de PAX ou de documents, ils vous rient au nez parce qu'en fait, on dit, attends, on commence déjà par mettre un débit, ne serait-ce qu'une connexion Internet. Forcément, quand on est au Havre, tout va bien, mais faites-moi confiance que ce n'est pas le cas de tous les territoires. Donc déjà, être dans une démarche constructive, évidemment que oui, mais il faut déjà faire les bases. Et puis, suite à l'intervention, je m'interpelle, mais peut-être que ce sera donné en information plus tard dans la journée ou demain. Quand on focalise des informations de données de différents services, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Je vais prendre mon propre cas, ça va être plus simple. Je suis présidente d'un syndicat d'eau et à ce titre, on a des axes et des priorités. Et en tant que maire, de temps en temps, ça ne m'arrange pas. Donc, de temps en temps, c'est pas toujours évident. Donc, je me demande qui va piloter
Et qui va être donneur d'ordre? Alors, il y a le mot de souveraineté qui a été employé tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est l'État qui sera souverain, mais c'est quand même souvent comme ça. Mais cependant, il y a aussi la répercussion des territoires et comment décortiquer les intérêts des uns et des autres pour faire un seul unique document, ce qui serait fantastique pour faire avancer les choses. Mais il y a beaucoup d'humains là-dedans. Mais déjà, Madame la députée, faites débloquer les fonds et tout le monde sera attentif forcément au rapport que vous allez faire. Bon, on va vous laisser filer. Je crois que vous devez prendre votre train sur un dernier mot. Je vais dire un dernier mot avant de vous remercier encore une fois. Évidemment, vous avez éminemment raison que l'accès aux droits et l'accès au numérique, il est primordial pour tous. Aujourd'hui, il s'agit d'égalité de chance et d'égalité de droits que d'accéder au numérique. Et il y a un travail formidable qui a été fait par le Parlement sur la qualité de la connexion, des engagements pris par les opérateurs. Cependant, comme vous le savez bien, nous ne sommes pas les ministres, donc on ne signe pas l'échec. On ne peut que impulser une certaine dynamique. Donc on travaille beaucoup là-dessus, et notamment avec le secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, qui travaille sur l'égalité d'accès au numérique, parce que c'est primordial, d'une part, à la connexion, qui est sur l'ensemble du territoire, et d'autre part à la technologie, puisque une fois qu'on a la connexion, tout le monde ne sait pas utiliser ou ne souhaite pas utiliser le numérique. Donc comment inscrire tout le monde dans une démarche plus ou moins volontaire, et puis soutenir ceux qui ne le souhaitent pas ou ne peuvent pas l'être. Donc oui, vous avez absolument raison. Cependant, on peut développer plusieurs axes en même temps, travailler sur notre souveraineté au niveau national, et donc au niveau macro, tout en travaillant sur les territoires, sur l'accessibilité de tout un chacun. Là-dessus, je vous souhaite de très belles journées, parce que les thématiques sont très intéressantes, et merci encore pour cette invitation. Alors, merci beaucoup. Et oui, donc nous allons continuer sur peut-être le tour un peu des réactions des collectivités de différentes échelles. Donc, Monsieur Lefranc. Merci. Tout ce que j'entends là est très intéressant, mais parfois ça ne correspond pas tout à fait à la réalité de ce que nous vivons sur le terrain. J'aime beaucoup le partage de valeurs, ça me va évidemment très très bien. Mais le vieux politique que je suis se méfie toujours, parce que quand on parle de partage de valeurs, ça veut dire qu'on ne va pas partager les dépenses. Je prends deux ou trois exemples. Nous, les collectivités, aujourd'hui, nous avons besoin de couches géographiques de plus en plus fines, de plus en plus précises. Je prendrai deux exemples. J'ai commencé à en parler dans mon introduction. Nous avons, par exemple, la cartographie de la consommation foncière. Ça, c'est fondamental. C'est un travail qui a été mené par la région et l'établissement public foncier de Normandie. Ça nous permet d'appréhender très finement le renouvellement urbain, les densifications, les extensions. Pour nous, c'est quelque chose de fondamental, notamment pour travailler sur nos SCOT, sur nos PLU, sur nos PLUI. L'IGN, l'État ne sont pas intervenus là-dedans. C'est la région et c'est le PFN qui ont fait le boulot. Un deuxième exemple, et là, pour le coup, je me retourne vers l'État, mais il y a une réglementation anti-endommagement des réseaux qui est sortie. C'est l'État qui a produit cette réglementation, très très bien. Elle nécessite simplement d'avoir une cartographie, je crois, au 200e, des réseaux enterrés. L'État nous a dit, débrouillez-vous, je ne veux plus que les réseaux soient endommagés. L'État n'a pas commandé la production d'une couche référentielle adéquate à l'échelle nationale, et nous laisse à nous la responsabilité de nous en occuper, de la produire. La BD Ortho de l'IGN, en l'occurrence aujourd'hui, ne répond pas à cette demande. C'est pour ça que quand je parle de partage de valeurs, oui, mais partageons aussi les financements pour pouvoir partager ces valeurs. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'aujourd'hui, les productions actuelles au niveau de l'État ne correspondent pas toujours aux besoins des collectivités, notamment régionales ou infrarégionales, puisque là, on arrive à la strate communale. Il y a une deuxième difficulté, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas forcément tous les mêmes besoins selon les niveaux de collectivité, mais même en fonction de nos territoires. Nous avons une spécificité en Normandie, par exemple, c'est le bocage. On n'a pas du bocage partout, en Normandie, on l'a. C'est une spécificité très importante pour nous. Et donc,
je pense qu'un des rôles de l'IGN, c'est peut-être aussi d'assurer ces standards nationaux pour que nous puissions avoir une vraie compatibilité. Parce que nous fassions, nous, au niveau régional ou infrarégional, ce travail, très bien, mais il faut qu'on puisse après se comparer, il faut qu'on puisse travailler ensemble et qu'on puisse faire des analyses fines entre les uns et les autres. Peut-être que favoriser cette standardisation, permettre ce travail, cette compatibilité entre ce que nous faisons les uns et les autres, ça nous faciliterait le travail aussi. Troisième sujet, et ça revient à ce que je disais déjà, c'est que nous avons évidemment, comme l'État, une bonne préoccupation de l'allocation des ressources publiques qui sont, nous le savons tous, de plus en plus serrées. Et les besoins ou les sollicitations de production géographique sont souvent de plus en plus onéreuses. Donc il est nécessaire qu'on puisse ensemble, et là il y a un travail de co-gouvernance à avoir, identifier les données qui soient utiles, les données qui soient utilisées, mutualiser nos productions, mutualiser nos acquisitions de données. Et en Normandie, nous avons cette coordination de l'information géographique qui est importante pour avoir cet espace de réflexion, cet espace d'analyse. Mais peut-être que là aussi, il y a un travail plus important qui pourrait être mené justement avec l'IGN, avec l'État, sur ces sujets. Enfin, sur la diffusion des données, la région aujourd'hui souhaite favoriser la diffusion la plus large possible de ces données. Et c'est le rôle des plateformes territoriales de données géographiques, telles que GeoNormandie, pour notre région, en tout cas à nous, avec cette logique d'open data qui est importante, qui est vraiment fondamentale. Et la stratégie numérique de la région, qui a été votée en septembre ou octobre 2017, justement, c'est d'essayer de créer un véritable écosystème régional de la donnée numérique. De manière, notamment avec aussi, on aura l'occasion d'en reparler dans les semaines qui viennent, mais la mise en place d'un data lab régional pour expérimenter des projets collaboratifs. Comment travailler, je pense par exemple juste un seul exemple, un seul sujet, sur les données de santé, qui sont fondamentales. Comment être, par exemple, le deuxième niveau des CHU, des hôpitaux. Comment est-ce que nous pouvons, nous, travailler ensemble. Nous persistons à croire, et comme tout le monde ici, que c'est le partage de l'information qui donne le pouvoir et non pas la rétention de l'information. Pour autant, vous voyez, il y a encore beaucoup de travail à mener, et notamment sur les strates. Alors, plus je vieillis, moins je suis jacobin, mais ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment. Mais c'est important qu'on arrive à partager à la fois sur le plan de la gouvernance et sur le plan des financements, si on veut pouvoir justement réussir ce que l'État attend de nous. Merci. Alors, du coup, je vais me tourner vers Dominique Caillot, parce que il y a un acteur qui, pour moi, dans cette réconciliation, dans ce nouveau paysage, qui va être fondamental, ce sont effectivement les infrastructures de données géographiques. Donc, je me tourne vers le président de GeoVendée. Ce qui est bien, c'est qu'avec Dominique, on peut se tourner vers lui à différents moments. Donc, le point de vue du CNIJ, de GeoVendée. Mais je pense que cette organisation, justement, régionale est importante. Et comment est-ce que le rôle des IDG peut être amené, sans doute, à évoluer par rapport à ces nouvelles problématiques? Et je vais finir par répondre à ta question, mais... Ça, c'est depuis le début, hein, pour ça. Et non, je voulais d'abord dire à la députée que je partageais son approche sur la souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas quelque chose qu'on impose pour sauver un soldat en perdition, c'est une donnée qui fait référence et dont on a absolument besoin, une donnée commune. Et c'est important que l'État soit l'acteur principal de cette donnée commune, qui est quelque part notre bien commun. Et le bien commun, pour moi, parce que ça reste une base du fonctionnement de l'information géographique, c'est les référentiels. Et je voudrais, et c'est dommage qu'elle soit partie, parce que je lui aurais rappelé que si, là, on fait des rapports et on cherche souvent des mots pour masquer les difficultés à prendre des décisions. Et c'est ça la réalité. En 1999, je suis un jeune parlementaire de l'opposition et je fais voter à la demande de l'IGN, à la majorité de l'Assemblée, unanimité, le principe d'établissement de 4 référentiels de base, le RGE. 4 référentiels communs sur lesquels l'IGN, dont l'IGN est l'animateur principal, et qui doivent
c'est déjà la vision de l'époque avec M. Langagne, avec qui j'avais travaillé, doit nous permettre d'appuyer le développement d'une information géographique, des référentiels communs. 20 ans après, on a évoqué le cadastre. C'est pas vraiment ça. L'orthophoto, ça a assez bien marché. Sauf que le temps a passé, que l'orthophoto, elle n'est plus à 20 cm, elle est à 5 ou 10 cm. La BD topo, ça a plutôt bien marché, même si elle était un peu lourde par rapport aux besoins des usagers. Et puis la dernière, c'était la base de données adresse. 20 ans après, les débats sont toujours sur la table. Et donc, je me dis qu'avant de commencer à chanter une grand-messe sur d'autres sujets, on devrait se poser les bonnes questions de savoir pourquoi ces 4 référentiels, ils se sont plantés. C'est ça la vraie question. Ils ne se sont pas tous plantés, tu viens de le dire. Non, mais pourquoi 20 ans après, on en parle encore? Et si on avait réglé les problèmes, on ne poserait pas le problème de l'IGN aujourd'hui, acteur national. Ce serait réglé. Ce serait réglé. Sa place et son rôle seraient réglés si les problèmes avaient été évoqués. Les problèmes, ils sont de gouvernance d'abord. La difficulté de mettre en commun, en transversal, des décisions au niveau entre la DGFiP, l'IGN, etc. C'est vrai pour l'adresse entre des organismes privés et d'autres publics. La deuxième chose, c'est que quand on veut être souverain, il faut financer. C'est celui qui paye qui commande. Et à partir de là, imposer, notre vice-président l'a tout d'un peu dit, imposer un référentiel qui est absolument nécessaire pour les collectivités, qui est le PCRS. Mais n'avoir ni un rond à mettre, ni un opérateur qui correspond aux attentes, c'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Et donc, ceux qui ont identifié les besoins, et les collectivités régionales et locales ont souvent identifié les besoins et mis les moyens pour avancer. Aujourd'hui, ça va être compliqué de leur dire « donnez-moi votre montre et moi je vais vous donner l'heure » quand ça s'est passé comme ça. Et donc, forcément, la diffusion, le problème de l'accès au référentiel à coût marginal, c'était le mot à l'époque, ça c'est bien, ça il faut continuer. Mais ça veut dire que l'État, s'il veut un bien commun, un support de qualité mis à jour qui permette à chacun de foisonner avec ses propres métiers et ses diversités, il faut que ces référentiels soient accessibles et qu'ils soient fiables, mais accessibles gratuitement ou vraiment à un coût marginal. Si on avait fait ça sur ces 4 référentiels depuis 20 ans, je vous jure qu'aujourd'hui on n'en parlerait plus. Et que le PCRS, il l'aurait imaginé, l'IGN, parce que grâce au CNIJ, où on a cette capacité d'écoute et d'attente des besoins des usagers pour définir le bien commun que les usagers attendent, c'est ce bien commun qu'on a identifié avec le PCRS, et les usagers, ils se disent, c'est vrai qu'il faut y aller. Mais ceux qui montent les tours de table financiers savent qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est techniquement compliqué, mais c'est financièrement très compliqué. Donc, essayons de tirer les leçons de ces 4 référentiels qui étaient stratégiques et qui le sont toujours en les actualisant. Et je pense qu'on n'aura plus beaucoup de problèmes par rapport à ça. Et on aura un RPCU, mon cher. Voilà. Et alors, le président de Géovendée daignerait-il répondre à ma question? Oui, alors moi je vais dire effectivement qu'on a réglé en local un certain nombre d'organisations justement pour faire au niveau local ce qui me paraît l'échelon au-dessus. C'est-à-dire qu'on a mis des référentiels à disposition de tous nos partenaires. On en a 54 sur le département. C'est-à-dire que la quasi-totalité des organismes qui gèrent, qui ont une responsabilité sur le territoire, sont partenaires. On a mis en place un outil commun. Alors ça, je pense aussi que c'est quelque chose qui devrait se développer au niveau des organisateurs de l'information géographique. On a, et ça c'est un développement maison qui a été fait, et je les remercie, ils ont mis au point l'outil qui permet aux partenaires d'échanger leurs données, de travailler ensemble, de créer des données nouvelles et de les récupérer sous leur format, donc sans contrainte technique.
Si on n'a pas un outil d'échange transversal et qu'on veut l'être, alors ça devient très compliqué. Et grâce à ça, aujourd'hui, on a une procédure pour la base de données adresse qui est relayée par les collectivités, qui est compatible avec la BAN nationale. Il a d'ailleurs fallu que je râle un peu pour qu'on puisse l'avoir, parce que les décisions étaient compliquées à avoir. Aujourd'hui, ça marche. Et on a ça pour ça. On a tout à l'heure, la question était posée, si vous voulez acheter un terrain industriel en Vendée, vous allez sur l'Observatoire des zones économiques, et vous avez sur la totalité du territoire départemental tous les terrains disponibles dans les zones artisanales et communales, avec leur réglementation d'urbanisme, etc., et les correspondants pour le faire. Et vous cliquez, c'est une démarche d'application géographique. Donc on peut avancer très vite, mais et pas très cher si on sait ce qu'on veut et que les gens se mettent autour de la table. Et moi je dis, l'approche des financements qui est toujours compliquée, si les usagers futurs ont bien compris l'intérêt de l'outil qu'on leur met, on trouve de l'argent. On trouve de l'argent. Si c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a imaginé pour vous et qui voudrait que vous le financiez, il faut qu'il vienne avec le pognon. Autrement, c'est pas la peine. Mais alors, est-ce qu'on peut envisager à l'avenir des données souveraines dont la production, la coproduction sera totalement décentralisée alors, on a quand même tendance à penser à l'échelon régional pour un premier niveau ou un niveau de production ou un niveau de mise en cohérence sur ces données. Et je pense que la production, elle est subsidiaire. C'est-à-dire c'est pas une question. La question de la production, c'est... Je pense que la commune qui peut faire décrire les zones d'avalanche, c'est la commune où il y a les avalanches. Par contre, le support sur lequel elle doit porter son expertise dans un domaine précis, ça peut être le vin, j'aime bien les zones viticoles, mais ça peut être les catastrophes naturelles, les inondations, etc. Ce qu'il faut, c'est que le support de ces informations soit le même et que l'échelle soit adaptée à la problématique qui est posée. Donc les référentiels doivent continuer à être produits par un opérateur d'État. Jean-François. Oui, moi j'ai un exemple. L'Ordre des géomètres experts a fait un projet de portail du littoral et de la mer. On voulait connaître ce qui se passait sur la zone littorale qui... Monsieur l'élu, c'est un problème qui vous implique. On voulait savoir ce qui se passait sur cette zone, qui est une zone à risque, mais qui est également une zone économique la plus importante, qui est une zone qui doit être protégée avec le Conservatoire du littoral. Et donc, en 2014, nous avons créé, le portail du littoral de la mer. Ce sont pas moins de 40 opérateurs publics qui détenaient la donnée, et nous avons fait un portail avec plus de 200 couches de données. C'était donc on est parti du géoportail, mais on a également le CHOM qui a donné de la donnée. On avait le Conservatoire du littoral, on l'avait fait sur le port autonome de Marseille, il y avait le port autonome, il y avait la commune, il y avait le département, il y avait la région. Tous ces personnes publiques avaient de la donnée, chacun dans son coin, et elles n'avaient jamais été superposées les unes aux autres. Et sur la zone de Marseille, par exemple, on avait pu identifier les zones d'interdiction de mouillage et également les zones les plus fréquentées de mouillage, qui étaient les mêmes. Ces données n'avaient jamais été comparées, et pourtant, c'est de la donnée qui était publique et qui devait être intégrée. Voilà. Et donc, on a fait, nous, ce portail. Partout où on l'a présenté, on nous a dit c'est très intéressant, c'est magnifique, c'est l'outil qu'il nous faut. Mais ça a arrêté là parce que l'ordre n'a pas vocation, nous c'est de la donnée qu'on utilise et parfois quand même on apporte en complément certains éléments, mais on n'a pas vocation à fournir un objet comme celui-là, mais c'est un outil très important. Et on a fait la même expérience, toujours sur la même base, sur la définition de la parcellisation du domaine public. Parce qu'aujourd'hui,
l'État... Ça va être un grand sujet, ça. Les collectivités publiques, toutes ces personnes publiques sont gestionnaires et propriétaires d'une emprise très importante, et ce sont les plus mauvais propriétaires. Vous demandez à n'importe qui est propriétaire ici est capable de décrire sa propriété. Demandez aux élus autour de la table les limites de leur propriété. Vous prenez le port ici, vous avez la DARS, entre ce qui appartient au domaine public maritime, ce qui va appartenir au département, à la commune, vous êtes incapable de répondre. Et pourtant, c'est une donnée souveraine qui est manifestement définie. Il faut connaître parfaitement pour mieux la gérer. Alors, c'est un sujet dont on reparlera demain, effectivement, dans l'autre grand débat autour du PCRS. Malheureusement, l'heure tourne beaucoup trop vite. J'ai encore 3 pages de questions, donc ça ne va pas être possible. Il va falloir revenir, je suis désolée, on va vous garder en otage. Mais je voudrais quand même finir par une dernière question. Je vous passerai tous la parole rapidement. Tu veux que je te la pose à toi ? C'est ça, par exemple. Oui, c'est ça. On continue le fait de ne pas répondre aux questions que je pose. D'accord. Non, mais c'est un principe comme un autre de l'animation, de table ronde. On est quand même dans un domaine où on est à une époque où on a une exigence de renouvellement de l'action publique, d'agilité dans l'action publique. J'ai bien entendu les pistes qui ont été évoquées par Madame la députée sur la mission, et ce que dit Monsieur Burceau, c'est-à-dire ayons une production de données de référence souveraines dont on a besoin pour alimenter nos politiques publiques, et en même temps, moi quand je regarde ce qui est en train de se dessiner, je me dis il faut, même pour les données de référence, parce que les données de référence emportent la vision que l'on a de la géographie, des problématiques qu'on se pose. Les données de référence, elles ont beau être de référence, elles ne sont pas neutres, et nous le savons tous ici. Comment arriver à avoir de l'agilité, de la souplesse, pour être capable de produire rapidement, d'aller chercher rapidement ce qui existe, pour faire face à une problématique qu'on n'a peut-être pas encore anticipée, et sur lequel il y aura une politique publique, à mettre en place. Alors, vas-y, ne réponds pas à la question. Bon, je ne vais absolument pas répondre à la question, d'ailleurs je ne l'ai même pas écoutée en fait, pour vous dire la vérité. Non, juste une chose, d'abord, moi je voudrais me féliciter du nombre d'élus qu'il y a autour de cette table, parce que c'est la preuve que l'information géographique est en train de pénétrer la sphère politique. Et ça, c'est un pas qui est extrêmement important, parce que si les politiques ne sont pas autour de la table à se poser des questions de l'information géographique, c'est sûr que leur laisse fera pas et que les politiques publiques n'arriveront pas à se mettre en œuvre. Donc le fait qu'il y ait autant d'élus autour de la table, pour moi, c'est vraiment la bonne nouvelle de la journée. C'est la première chose. Ensuite, juste un mot sur les problèmes d'inondabilité. On en a parlé plusieurs fois. Je suis toujours étonné de l'optimisme des services de l'État. La loi GEMAPI, là j'enlève ma casquette de président de la FIGEO qui est complètement consensuelle et qui dit que tout est merveilleux, et je prends une casquette d'élu local, hein, et vous savez, l'élu local il a tendance à couiner. Neymar c'est un gosse à côté de nous. Voilà. Alors en matière d'inondabilité, vous savez sûrement qu'il y a une loi GEMAPI qui a transféré aux collectivités locales, aux communautés de communes, la compétence en matière d'inondabilité. Donc, moi, j'aurais adoré que ce soit l'État qui fabrique les données. Malheureusement, ce n'est pas l'État qui les fabrique. C'est nous qui les donnons, c'est nous qui les finançons, c'est nous qui les fabriquons, c'est nous qui les gérons, c'est nous qui les soumettons à l'enquête publique. Donc, très clairement, il y a une partie de la donnée souveraine qui est transférée. Alors, là, en l'occurrence, il y a ce premier problème qui est compliqué par un deuxième problème, c'est qu'on est tous d'accord ici, je pense, pour dire que l'information géographique, ça a ça de génial, c'est qu'on est capable de collecter énormément d'informations, qu'on est capable de les trier, toutes ces données, qu'on est capable de travailler dessus et à partir de là, de fabriquer des informations utiles, utilisables. Dans le cadre du transfert sur l'inondabilité, je suis un peu désespéré de voir que le seul critère qui a été retenu par l'Assemblée nationale, c'est le seuil de 10 000 habitants. Il n'y a pas eu d'autres seuils. Les bassins versants, les débits des fleuves,
tout ça est passé à la trappe. Toutes ces choses qu'on sait très bien faire tous, toutes ces données qu'on est capable de gérer, toutes ces données, on essaie de travailler dessus un peu intelligemment, on essaie de mettre en œuvre. Ben en fait, on s'est retrouvé face à une loi qui nous a dit non, arrêtez de réfléchir en bassin versant, arrêtez de réfléchir par rapport à la géographie, par rapport à la nature, vous ne prenez pas la tête. La question, c'est 10 000 habitants. Vous êtes en Comcom, point barre. C'est très probablement la plus mauvaise solution qu'on puisse mettre en œuvre. C'est très probablement la plus mauvaise décision qu'on puisse prendre pour un territoire en matière d'inondabilité, de gestion de l'eau et de gestion des effluents. Donc ça veut dire que c'est pas fini l'affaire. Ça veut dire qu'on est quand même encore au début. Ça veut dire qu'on a tous beaucoup de boulot pour essayer simplement d'amener un peu de bon sens aussi, parfois, dans un certain nombre de décisions qui sont prises par des gens qui ne sont pas forcément très au fait des choses. C'est la raison pour laquelle, et là je finis ma boucle, je suis ravi qu'il y ait autant d'élus autour de la table, je suis ravi qu'il y ait eu Madame la députée, je suis ravi qu'il y ait des élus de toutes les échelles, ça veut dire de la représentation nationale, de la représentation régionale, départementale, jusqu'aux communes les moins peuplées du territoire national que je représente aujourd'hui. Merci. Alors, me permettrais-je d'insister un tout petit peu sur la question que j'avais posée et de passer juste la parole pour terminer en 2 mots à M. Burceau et à M. Bossini, et puis ensuite on arrêtera là parce que la matinée se poursuit et est loin d'être terminée. Merci. Juste, il y a pas mal de sujets qui ont été évoqués. Oui, je pense qu'on pourrait faire une deuxième table ronde sans problème. Je vais redire un mot sur le cadastre quand même. C'est un sujet en fait qui concerne beaucoup de partenaires, les communes bien sûr, la DGFiP bien sûr, l'Ordre des géomètres experts et l'IGN. Nous sommes avec la DGFiP en train de travailler activement, nous avons une collaboration active pour mettre au point ce qui s'appelle effectivement la RPCU, qui est un dossier dont on parle depuis pas mal de temps dans ces cercles ici. Les choses avancent. Nous avons fait des départements tests, le dernier en date étant celui du Val-de-Marne, où tout a été recollationné et où l'expérience qui a été faite a fonctionné. Ah pardon, j'ai tout éteint, excusez-moi. Nous venons... Non, c'est bon, ça marche. Nous venons également, à cet égard, nous venons de signer un marché qui est cofinancé avec la DGFiP pour améliorer l'outil de production de la RPCU de demain. Donc les choses certes ne vont pas aussi vite qu'on aurait pu le souhaiter. On s'est heurté dans les premiers départements tests à d'énormes difficultés parce qu'effectivement, réconcilier une donnée géographique avec un cadastre qui a beaucoup de trous, etc., et d'essayer de faire recoller des vêtements, entre guillemets, qui n'étaient pas jointifs, c'est un peu compliqué. Mais enfin, nous avons beaucoup progressé, donc je pense que le sujet maintenant va être traité. Et effectivement, c'est pas l'IGN tout seul, c'est l'IGN avec d'autres partenaires. Et en particulier, je pense que l'Ordre des géomètres experts a un rôle à jouer dans cette opération, puisqu'il contribue beaucoup, effectivement, à l'ensemble des données sur les propriétés. Sur l'adresse, je ne voudrais pas non plus réouvrir le débat. Juste un mot, c'est une réflexion qu'on peut avoir. Il y a d'autres pays qui ont pris, alors c'est très jacobin, qui ont pris le problème à l'envers et qui ont complètement normé le système d'adressage. Oui. Je pense à l'Angleterre, je pense éventuellement au Luxembourg, où il n'est pas question de construire une maison sans que... Enfin, on peut construire une maison, mais on n'est pas raccordé ni à l'eau ni à l'électricité si on n'a pas rempli l'adresse dans un cadre complètement normé. Je pense que ce système est complètement infaisable en France. Ce qui explique peut-être aussi les difficultés qu'on a pour, là aussi, réconcilier toutes les bases qui existent. Mais enfin, il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse. Je crois que nous avons une base de données qui est de l'ordre de 25 millions d'adresses. À chaque fois qu'on fait des tests, le pourcentage d'erreur, quand c'est 2%, c'est le bout du monde. Alors, c'est encore trop. Tout ça peut encore être amélioré. Mais on est dans un système qui se veut très ouvert, très libéral, et qui effectivement contribue du coup à ce qu'il y ait quelques problématiques dans la mise en œuvre.
Voilà. Alors ensuite, vous évoquiez, je crois, le sujet du rafraîchissement des données. Oui, c'est celui de l'agilité dans les décisions en termes de production, d'organisation, de coproduction. On est en plein dans le sujet de la gouvernance, effectivement, où il faut que les collectivités, l'État et mon institut se parlent pour regarder effectivement de quoi peut être fait l'avenir et y réfléchir et effectivement y mettre les batteries de données en place quand ça paraît nécessaire. Serge Bossigny, je vous laisse le mot de la fin. Quelle responsabilité. Bon. Fin. Alors déjà beaucoup de gratitude, c'est déjà un mot... Oui, je pense que Jean-Marc a commencé à déboucher sur une question de la prise en compte de la donnée à la décision publique, qui est vraiment, je pense, qui est derrière la notion de données souveraines. C'est-à-dire qu'il y a une décision souveraine et qui est fondée sur des données. Ce n'est pas les données qui sont propriétaires. Pardon, je disais que la question de la prise en compte des données dans les décisions publiques, c'est ça l'enjeu en fait de la donnée souveraine. C'est plutôt de dire, voilà, on a des méthodes pour fixer des seuils de façon plus intelligente et plus adaptée au réel, aux problématiques réelles, que simplement de se faire la toise sur les populations, pour le cas de GEMAPI. Comment ça se fait qu'on ne s'en serve pas ? Les collectivités ont beaucoup progressé dans la prise en compte des données géographiques, dans la définition de leur politique publique. L'État ne doit pas être en retard sur les collectivités. Quand je parle de puissance publique, de souveraineté, etc., j'englobe la collectivité publique et l'intérêt général, évidemment. Je ne suis pas du tout jacobin, mais je ne suis pas non plus girondin, on pourrait dire. En tout cas, je pense qu'on fait une collectivité publique guidée par l'intérêt général et qu'on partage les mêmes problématiques. Il faut qu'on partage les moyens. Les moyens, ça peut être aussi, ça a été évoqué, des mises à disposition, non seulement de données, de référentiels, mais aussi d'outils d'accompagnement, de formation. Et c'est des choses sur lesquelles on est maintenant quand même dans une forme d'égalité entre État et collectivité pour avancer sur ces questions. Bien. Merci. On n'a pas clos les sujets, comme vous avez pu le constater. Merci vraiment à tous de votre participation. Merci encore.